Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Alors équipe, 100 latine avec moi, ce soir puisque comme la semaine dernière, hein, il me semble messieurs, je suis avec, Osvaldo. Salut Osvaldo Salut Mirko. et avec Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Alors, au sommaire de ce 13e épisode, on va évidemment débriefer le match de la 10e journée qui nous a opposé à Étoile Carouge. Et puis, on va rouvrir le coin tactique. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas, voilà, ouvert cette petite rubrique et ce soir, on avait tout simplement envie de vous parler du Capitana et puis, en fin d'épisode, on fera le briefing de notre, prochain match. Voilà, messieurs, on se met tout de suite à table. Voilà, en ce week-end, du 17 au 19 octobre, c'était la 10e journée de Challenge League, le début du, 2e des 4e tours des 4 tours, pardon. Et puis, on l'avait dit, hein, la semaine dernière, on redoutait quand même passablement ce déplacement, du côté de Carouge pour affronter l'équipe locale. Parce que, voilà, suite à une performance, en plus que demi-teinte face au Stade de Zanouchi, on avait quand même peur que, ces défaites contre le Stade de Zanouchi soient le début d'une période un petit peu plus difficile pour Neuchâtel Xamax, comme on en a malheureusement l'habitude ces dernières, saisons, hein. Souvent le fin septembre, le courant du mois d'octobre marquait, une transition parfois un petit peu brutale dans le bon, voire des fois très bon début de saison de Xamax. Et puis, messieurs, on attendait quand même aussi un peu une réaction, d'orgueil et de fierté, hein, de la part de l'équipe parce qu'on avait trouvé l'équipe, alors certes inférieure au Stade de Zanouchi, mais peu combative, hein, quand même dans ce match, à la Maladière. Donc, réaction, il y a bel et bien eu lieu de Neuchâtel Xamax puisque, ben, vous le savez, ce match s'est, achevé avec la victoire 2-0 de Neuchâtel Xamax. Alors, on commence par les réactions de nos auditeurs. Donc, on a, Sway qui nous dit alors on y reviendra: «Merci à la défense carougeoise». Alain nous dit: «Ça fait du bien au moral et au classement». Elgesh, il nous dit: «Bon match, belle maîtrise malgré 15 minutes compliquées en deuxième période». On reviendra là-dessus aussi. Et Jonathan, lui, je pense qu'il est un peu ironique, il nous dit: «Remonter en Super League». Alors bon, on serait peut-être pas aussi optimiste que Jonathan pour le coup, mais quand même, messieurs, je vais commencer par toi Osvaldo, quand même un petit soulagement à l'issue de ce match et de cette victoire. Oui, tu as utilisé le terme exact que je voulais utiliser moi-même, soulagement. Car moi, j'avais une petite frayeur quand même ce vendredi soir en me rendant à Genève et en me rendant au stade de la Fontenette parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir on va dire, des séries interrompues, des séries positives interrompues, et particulièrement des séries positives interrompues à la veille de périodes comme par exemple, une trêve des équipes nationales. Et dans les saisons précédentes, on peut pas dire que la gestion de ces rechutes ait été optimale. On s'est souvent retrouvé à la suite de défaites comme celle qu'on a connue contre le Slow. On s'est souvent retrouvé à rentrer dans un tunnel, sans fin qui au final, nous faisait, rentrer sur une série de 1 à 2 mois sans victoire. Et là, il y a eu une réaction immédiate. C'est certain qu'on a profité des largesses d'une équipe qui malgré son petit renouveau depuis qu'il a retrouvé le stade de la Fontenette, est encore plus qu'en chantier. Donc on a profité de ça. Mais l'équipe a abordé le match sérieusement et a abordé le match comme elle devait le faire, et elle a mérité de gagner. Ouais, effectivement, hein, à le dire, Varam, autant on avait été, assez, impressionnés des qualités du stade Lozanouchi lors de leur visite à Maladière, mais Étoile Carouge nous a pas sur ce match, ne nous a pas fait une très grande impression quand même, Varam. Non, effectivement, ils ont été assez décevants. C'était une équipe, bon, bah, on sait qu'avec la perte, d'Adrian Urcea, ils ont beaucoup perdu parce que le projet reposait beaucoup sur lui.
quand il est parti, ben, évidemment, c'est un peu le monde carougeois qui s'est un peu effondré. Ils ont perdu aussi pas mal de bons joueurs, notamment Correa. Donc, on va dire que Carouge repartait à zéro. Et puis, depuis quelques semaines, il y avait quand même un net regain du côté carougeois. Mais c'est vrai que vendredi, ils ont fait quand même une prestation quand même plus que moyenne, je dirais même médiocre. Et puis, ben, heureusement pour nous, parce que on devait absolument réagir après, on va dire, l'horrible performance faite contre le BSLO à la maison. C'était un match où il y avait quand même, on va dire, c'était quand même un match un peu bourbier parce que quand tu fais une mauvaise prestation, ben, ce qui est bien, c'est de pouvoir remonter en selle directement. Là, il y avait cette pause des équipes nationales, ce qui était un facteur aussi qui rendait ce match-là un peu une énigme. Finalement, on ne savait pas tellement quel Xamax on allait avoir. Et puis finalement, bah, comme l'a dit Mathéo, je rejoins totalement. C'est qu'en première mi-temps, on a vu un Xamax sans être génial, mais qui était finalement une équipe, je dirais, appliquée, une équipe clinique, parce on a été efficace. Et puis, j'aime bien, en réfléchissant à ce débrief, le mot de la première de mi-temps, c'est le mot corsaire. Voilà, un peu une première mi-temps de pirate. Voilà, donc on est venu, on a pris le butin, et puis au fait, on est parti, quoi. Par contre, j'aurais beaucoup de choses à dire sur la deuxième mi-temps que j'ai pas du tout apprécié. Et je pense, c'est sur ces moments-là du match où il faut vraiment qu'on progresse parce qu'on ne peut pas s'arrêter de jouer contre une équipe qui était clairement à notre portée et que je dirais même qui était semi-KO. Et si on veut progresser, si on veut vraiment avancer, on doit absolument mettre le pied sur la balle et on doit être conquérant et on doit clairement aller en mettre un troisième, voire un quatrième, parce qu'on ne peut pas se contenter contre un adversaire de ce calibre-là qui finalement n'a montré rien. Que vous fassiez ça contre une équipe clairement plus forte, style Haro, Yverdon, je peux comprendre, mais contre une équipe comme celle-ci, avec qu'est-ce que finalement Carouge a montré, on était clairement supérieur. Et là, si on veut vraiment progresser, si on veut passer un step, on doit vraiment pouvoir jouer au foot et puis être beaucoup plus conquérant. Ben voilà, le débrief est terminé. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Alors, effectivement, donc, 1re moitié, enfin 1er quart du match, du coup, première moitié de la première mi-temps. Un Xamax plutôt, dominateur dans le jeu. Pas de réelles grosses occasions à part un tir, carougeois bien boxé par, Omer Agic, mais quand même dans le jeu, Xamax est un petit peu plus entreprenant. Et finalement, les Neuchâtelois prennent les devants au score à la 28e sur une fort belle action et c'est assez logique à ce moment-là, Osvaldo, cette ouverture du score. Oui, oui, ben, finalement, il y a une très très belle action à 3 qui est finalement conclue par le joueur qui est au départ justement de cette action-là, en l'occurrence Streit. Et c'est vrai que ça me démontre, en tout cas ça confirme une très très bonne entame de match de notre part. Et en plus de ça, je veux dire, on n'en marque pas si souvent que ça des buts de cette qualité au niveau de la construction. Donc c'est clair que sur ce coup-ci, on n'a pas boudé notre plaisir. Varam, toi, sur ce but, tu as bien aimé déjà la récupération haute de Bergsma, hein, tu me l'as dit au moment du match. Oui, alors effectivement, c'est un but parfait dès l'origine de l'action parce que Bergsma, effectivement, il anticipe très très bien. Streit casse des lignes avec ses courses. Voilà, c'est un joueur que quand il a beaucoup d'espace devant lui, c'est là qu'il s'exprime le mieux. Et puis là, une magnifique action entre Size qui joue au fait à une touche, centre en retrait de Sédou, puis vraiment c'est un but magnifique, c'est vraiment un but d'école. Et c'est vrai que, comme Matteo l'a dit, c'est vrai qu'on n'en met pas souvent des comme ça, mais là, franchement, c'est vraiment une action qui est parfaite d'exécution, de justesse et de timing. Donc vraiment, super but, quoi.
Ouais, effectivement et c'est un but, vraiment collectif. Alors, il y a tous les gestes sont justes, hein, finalement, de la récupération de Bergsma à la finition de Streit, mais il y a une grosse intelligence collective. Moi, j'ai beaucoup aimé finalement, au moment de la remise de size, tout le bloc xamaxien monte, sauf Streit qui lui fait le petit pas de retrait. Seydoux le voit, il le serre et conclusion magnifique de Streit. Enfin, c'est extrêmement bien joué. Des buts comme ça, messieurs, j'ai envie de dire, on en a pris 20 l'année passée. Je sais pas, c'est un peu l'impression que j'ai eu, voilà, un jeu qui se décale rapidement sur le côté, un joueur qui fait le pas de retrait, le joueur qui a débordé le voit, il lui met une finition impeccable. Donc ça fait plaisir de marquer des buts comme ça et pas de les prendre pour une fois. Donc voilà, très, très belle action, collective et puis, voilà, un but d'avance pour Xamax à la 28e. Alors autant on salue le collectif xamaxien sur l'ouverture du score, autant Varam, il y a beaucoup de choses à dire sur la défense carougeoise à la 37e minute. Ouais, alors là, c'est clairement un but, d'un but gag, qui aurait eu sa place dans le regretté, le foot en folie, clairement. Donc ouais, bon, bah, c'est le gardien carougeois, Antonio, qui est quand même un coutumier du fait, qui a quand même un jeu au pied quand même assez, discutable. Mais là, le défenseur central, qui a été très mauvais aussi, qui a un nom assez difficile, Zgranken, je crois. Zrankeon, ouais, Il c'est un nom de Pokémon. Ouais. Voilà, ouais, Ouais. donc au fait, bah, déjà la passe qu'il lui met, c'est pas du tout un cadeau. Et puis après, bah, c'est vrai que ce gardien, il sort beaucoup, il joue beaucoup au pied, mais je suis pas sûr que c'est sa vocation première, parce que c'est pas la première fois qu'il en fait des belles comme ça. Et puis là, bah, de Massaï, évidemment, enfin Renard, il sent le coup. Et puis il réalise quand même une frappe assez, assez particulière, quand même, Ouais, une mais j'ai espèce l'impression que de même sa frappe était ratée en fait. Ouais, enfin, c'est assez particulier parce que là, on s'attend peut-être à un lob, mais non, une espèce de frappe ratée entre les jambes du gardien. Et puis finalement, c'est une balle qui va rouler et puis mourir au fond du but. Alors bon, ben, je crois que on a été gâtés sur le premier but. Autant celui-là, ben, niveau esthétique, il remportera pas la palme, mais bon, c'est diablement efficace. Demassa, il a bien senti le coup et puis ben voilà, on se met à l'abri, mais c'est vrai que c'était un but assez gag. Mais en À part fait ça, c'est aussi vas-y, ouais. grâce à ce genre, c'est aussi en sachant profiter de ce genre de bourde que vous faites la différence et que vous vous placez, en tête, en milieu ou en queue de classement, hein. Je veux dire, c'est quand même, c'est avec la capacité de profiter de ce genre de cadeaux-là que votre classement peut bien évoluer à la fin d'une saison aussi, hein. Ouais. Au-delà de la bourde qui a rien à faire à ce niveau, mais encore faut-il en profiter. Maintenant, on a de la réussite même sur la frappe, mais faut quand même effectivement saluer, comme tu l'as dit, Varam, le côté fin renard de Demachaï sur ce coup. Ouais, ouais, alors effectivement, mais en fait, en revoyant l'action, parce que, ben, comme nous, le caméraman a été un peu surpris, il est pas du tout sur Signori Antonio, au moment de sa boulette, on la voit après, mais il est évidemment focalisé sur le ballon. En fait, au moment où Demassai contre la passe latérale de Zrankeon, son contre, c'est pas un contrôle, donc il a pas la maîtrise du ballon et le ballon roule assez loin et en fait, Demassai, il voit que pour être le premier sur le ballon et de la manière dont revient, le latéral gauche philippin, il est obligé de frapper. Ou alors il tente un petit crochet, mais s'il tente un crochet, il ralentit sa course et il permet à Philippin de se replacer. Donc, je suis pas sûr qu'il voit vraiment, Signori Antonio. Peut-être que nos amis de la presse auront pu poser la question à Demassai s'il voit que Signori, arrive ou alors si vraiment il frappe parce qu'il voit que le défenseur intervient. À mon avis, c'est un mélange des 2. Je pense que Demassai, il a quand même suffisamment de roublardise pour jeter un coup d'œil, voir où est le gardien, mais alors il l'attire un peu, comme ça vient du plat et puis effectivement, là Antonio, il est sorti de ses 16 mètres, donc on peut se poser la question: «Pourquoi sortir des 16 alors que Demassai, il frappe, il est à quoi, il est à 35 mètres je pense, ouais, il est à peine passé le rond central, il est à 35-40 mètres donc quand au moment où il le voit frapper, enfin, là, à ce moment-là, en plus, il y a un défenseur qui est avec lui, qui peut l'accompagner et je pense que le défenseur aurait pu intervenir si Demassai n'avait pas décidé de frapper direct.
Donc voilà, il pouvait simplement rester dans ses 16 et puis, intervenir avec ses mains, mais au lieu de ça, il s'avance. Enfin, je ne sais pas s'il voulait participer à la construction et puis, offrir une possibilité de passe à son coéquipier ou pas. On n'a pas bien compris, vu qu'en plus sur le direct, on la caméra n'est pas focus sur lui, on voit pas tellement ce qu'il fait. Mais au final, voilà, la frappe de Demassai, elle est quand même du pied, il doit pouvoir intervenir et là, il nous fait vraiment une magnifique, cagade comme on dit, dans le sud de la France et puis alors, il nous offre un but gag. Alors l'année passée, il nous avait déjà offert un but gag, dans ce même stade, enfin c'était cette année, mais celui-là, il est encore le niveau au-dessus et puis, tu mentionnais avant, Foot en folie, Varam, mais moi je vous conseille d'aller faire un petit tour ces prochains temps sur la Fédération française de la loose parce que je pense que celui-là, il a des chances de s'y retrouver. En tout cas, il a déjà circulé sur quelques pages, sur X notamment, ouais, il a été repris par des comptes étrangers parce qu'effectivement des buts comme ça, on n'en voit pas tous les week-ends. Mais on prend, mais j'avoue que, moi j'étais pas au stade, vendredi, j'étais sur mon canapé, mais je me suis dit: «Purée, ça c'est vraiment le genre de but que nous aussi on prenait des fois». Bah, là, on est content que ce soit de notre côté. 2 à Après, 0. Ouais, juste un truc, mais Zranken aussi, pour le coup, enfin, on a l'impression qu'il lâche une passe sans grande prise d'information. Et puis, juste un petit détail, je sais pas si vous avez vu où jouait ce défenseur la saison passée. Je sais pas si c'est venu à votre attention, messieurs, mais il était dans le club luxembourgeois de Dudelange. ah tiens, il était Euh, pas avec, Sidibé? alors c'est possible, mais voilà, il Ouais, jouait au Luxembourg. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi se rendre compte des pièces importantes que Carouge a perdues cet été. Et deuxièmement, un petit peu de la chape de plomb qu'il y a au-dessus de la ouais. tête de ce club, du fait du bon classement du fait de son bon classement l'année passée. Et je pense qu'on oublie un peu vite d'où vient ce club. Et que le risque enfin, que la saison 2 soit bien inférieure à la saison 1 était plus qu'existant, et encore plus avec la perte de tous les joueurs clés Oui, oui, qu'ils ont non, eu mais durant. ça c'était évident, hein, mais oui. Alors je viens de checker effectivement, Dudelange, c'était le club aussi d'Ismaël Sidibé jusqu'en juillet, au 1er juillet 2000, enfin au 30 juin du coup 2024. Donc ils ont Ouais. probablement été, coéquipiers. Je ne sais pas combien de temps Zranké a joué, là-bas, mais voilà. Bon 2-0. Voilà, le score peut paraître un petit peu sévère pour les Carougeois. En tout cas, l'avantage Xamaxien est mérité. Pas de grosses occasions jusqu'à la mi-temps. Donc voilà, l'avantage Xamaxien est mérité. On peut débattre sur, est-ce que 2-0 était le bon score ou pas? Mais enfin, on prend. Et puis c'est vrai, Varam, ben, ces derniers temps, on a plutôt eu l'habitude d'avoir un Xamax mené, hein, au score, à la mi-temps ou avant la mi-temps et on se demandait, en fait, comment les Xamaxiens allaient se comporter. Alors, tu l'as dit avant, tu pas beaucoup aimé ce qui s'est passé. Alors, globalement, on a eu et là, on plus voit les propos, de Helguech, hein. Il y a eu un premier quart d'heure où on a énormément, énormément laissé le ballon, à Carouge. On n'arrivait pas beaucoup à sortir de notre zone, mais en même temps, quand on a eu des récupérations, Varam, on n'a pas fait grand-chose, hein, du coup. Oui, oui, excusez-moi, j'ai eu un petit problème à débloquer mon micro. Non, mais c'est vrai, on n'a pas fait grand-chose. Et puis, j'ai l'impression que, on a essayé un peu de gérer, mais sans vraiment gérer, sans avoir la maîtrise. Et c'est ça, en fait, que j'ai pas tellement aimé. C'est que moi, je pense qu'on peut gérer le score quand on est en maîtrise. Et au fait, j'ai l'impression qu'on était un peu dans une semi-maîtrise. Et puis, on a eu de la chance d'avoir un adversaire qui, en face, n'en menait pas large. Parce que on a commencé cette deuxième mi-temps, je dirais, en peignoir, tranquille, comme si on sortait des bains. Je peux vous garantir que si on avait pris un but, on aurait mis les couches culottes, hein, ça c'est clair. Donc moi, c'est ça qui m'a un peu déplu.
C'est qu'en plus, il y avait tellement la place parce qu'il y a une action, notamment à la 81e, je crois, où Carouge a clairement sorti le drapeau blanc. Et là, il y a eu une séquence où pendant 2 minutes, on a fait tourner la balle, ils n'ont plus vu la balle. Et moi, c'est ça que j'aurais voulu voir depuis le début. On est contre une équipe clairement qui est limitée, on est clairement fait au-dessus. Et moi, ce que j'aimerais voir surtout contre ces équipes-là, c'est de voir vraiment la maîtrise. Parce qu'on a la place, on a l'équipe pour. Et que là, sincèrement, si on avait mis le pied sur la balle, on aurait fait tourner tranquillement, le troisième but serait tombé comme un fruit mûr. Et au bout du troisième, voire quatrième but, on peut se dire, on joue tranquille. Parce que le problème, c'est qu'à 2-0, c'est bien, mais c'est pas top. Parce que le 2-0, ça vous donne l'illusion que vous avez fait le break. Mais il suffit d'un but, il suffit d'un autogol, il suffit d'un penalty, il suffit d'un fait de jeu pour vous retrouver dans la sauce. Or là, j'ai l'impression qu'on a un petit peu joué avec le feu parce qu'il aurait suffi d'un fait de jeu pour que tout d'un coup, on soit beaucoup moins serein. Or là, il y avait vraiment la place. Et je pense que si cette équipe veut vraiment progresser, c'est sur ces points-là, précisément, qu'il faut qu'on passe un niveau. Ouais, moi j'ai quand même eu l'impression, je sais pas Osvaldo, tu vas nous dire ce que tu en penses aussi, que, quelque part Xamax a spéculé sur le fait que Carouge n'y arriverait pas ce soir-là. Comme nous, on n'y était pas arrivé 2 semaines avant contre le Slough, alors que nous, on n'avait qu'1 seul but de retard, hein, et pas 2. Mais on avait trouvé beaucoup les Lausannois en mode gestion. Et puis au final, bah, on a géré puisqu'on a c'était 2-0 à la mi-temps, 2-0 score final, donc la gestion du score, factuellement, elle a tenu. Mais peut-être des fois, on est aussi un peu trop gourmand et on veut un petit peu plus. Alors je sais pas toi, depuis le stade, tu as aussi eu un peu cette impression-là? Je pense qu'au stade aussi, la deuxième mi-temps, elle devait pas être extrêmement passionnante, Osvaldo. Non, ce n'était pas d'un niveau passionnant, il y avait pas de quoi se lever de son siège, effectivement. Moi, je te rejoins assez, Varam. C'est-à-dire qu'il y a un côté, déjà 2-0, c'est le pire des scores. Et en plus de ça, cette équipe, elle ne peut pas encore, aujourd'hui, prétendre être une équipe qui peut gérer ce genre de score et ce genre de résultat la clope au bec. De ce point de vue-là, je pense que effectivement, enfin, sur cet aspect-là, effectivement, il y a quelque chose à améliorer ouais, simplement dans la gestion de la situation. Mais je veux dire, gérer pour nous la situation, ça ne veut pas dire arrêter de jouer. Je pense que même si on mettait le pied sur le ballon et qu'on le ferait tourner, je pense pas qu'on aurait la régularité, on va dire, dans la gestion sur une mi-temps entière. Enfin, vendredi, on a quand même eu affaire à un adversaire modeste qui, moi, enfin, je me disais qu'avec le retour de la Fontenette, il y aurait eu un retour de l'énergie et puis que ça les remettrait en selle. Or, on se rend compte que les problèmes sont de plus en plus, enfin, ils sont beaucoup plus profonds. Pour en avoir parlé avec certains Genevois vendredi, il y a des recrutements effectivement qui viennent des ligues régionales genevoises. Il faut quand même savoir que il y a pas mal de joueurs aussi, c'est pas mal de paris de ligues inférieures à la Challenge League. Et que, je veux dire, si on fait ça contre pratiquement n'importe lequel de nos adversaires qu'on aura au mois de novembre, sans rien spoiler, je vous fais le pari que contre 4 adversaires sur 5, on peut le payer très très cher. Ouais, mais après Là, finalement ce qui on a en face de nous une équipe extrêmement faible, mais ouais. enfin, ça va pas être le cas tous les vendredis, quoi. Ouais. Après, défensivement, je trouve qu'il y a pas grand-chose à reprocher. Il y a pas eu, de mode panique dans la défense ou des relances hasardeuses où on a fait un peu n'importe quoi. J'ai plus l'impression, en vous écoutant, messieurs, je fais un peu l'avocat du diable, hein. Dans le fond, je suis aussi un peu d'accord avec vous, mais j'essaie d'amener un peu plus de nuances. Hem, que finalement, ce qu'il a manqué pour avoir ces transitions, pour aggraver le score comme on s'y attendait peut-être tous, vu le niveau présenté sur tout le match par Carouge, c'est quand même de la précision. La deuxième mi-temps, d'un point de vue offensif,
des 2 côtés, elle a été catastrophique, mais vraiment catastrophique. Ça a été alors Carouge, ils ont tourné autour, on était bien organisés, ils ont pas trouvé la solution, mais nous, les rares potentielles actions de rupture ou des attaques placées en deuxième mi-temps, on les a extrêmement mal gérées. Des mauvaises passes, des mauvais contrôles, des placements un peu aléatoires qui fait que l'attaquant, il est hors jeu. Enfin, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. On n'a pas été assez bon, je pense, pour finalement, heu, prétendre aggraver le score et puis gérer tranquillement la fin de match. Moi, j'ai plus l'impression que c'était le niveau qui était tout simplement insuffisant en deuxième mi-temps pour pouvoir faire plus et effectivement, si l'adversaire avait haussé le ton et ben, on aurait été dans nos petits souliers, il serait peut-être revenu au score. Mais défensivement, on a livré la marchandise, mais qu'est-ce que c'était compliqué, offensivement la deuxième mi-temps, hein, Varane. Varane, il est en combat avec son micro, ce soir, alors tu peux peut-être rebondir Osvaldo le temps qu'il trouve le bouton, offensi Oui, Ouais, voilà, ouais, non, mais c'est bon, il est là. effectivement. mais Osvaldo, si tu veux y aller, je te laisse Ah, mais volontiers. vas-y, c'est à toi de parler, je te laisse, y a pas de problème. Ils se font des Et tu peux politesses, juste répéter la question, ils parce que, sont excuse-moi, j'ai la des question problèmes de était bah, micro. probable la 2e mi-temps que Samax n'a pas tué le match parce qu'offensivement, ils n'ont pas été assez bons pour le faire. Trop d'imprécisions. Ça c'est clair et net. Mais je te dirais que le fait d'avoir un bloc équipe beaucoup plus haut, je pense qu'en termes de mentalité, tu es beaucoup plus focus, tu vois, sur l'objectif d'attaquer. Or là, j'ai l'impression qu'on avait un bloc quand même assez bas, puis qu'on se dit, bon, enfin voilà, moi j'ai l'impression aussi que c'est plus l'état d'esprit aussi qui a amené ce déchet technique-là, en fait. Et moi, mon impression, c'est qu'en jouant plus haut, avec un bloc équipe beaucoup plus haut, avec des lignes beaucoup plus serrées, moi, je pense honnêtement qu'on aurait eu plus de justesse technique et que ça nous aurait au fait aidé. Mais c'est vrai que techniquement, il y a eu un gros déchet. Mais c'est un peu comme si mentalement, on avait un peu débranché la prise et puis qu'à quelque part, on n'a pas. C'était plus, on va pas vraiment chercher le troisième, mais si on peut, on le fait. C'était plus j'ai plus vu ce troisième but un peu comme d'un bonus qui, bon, bah, peut-être. J'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment allés chercher ça. Et moi, c'est ça où là, je pense qu'il y a quelque chose à dire et que si on veut s'améliorer, c'est vraiment sur ces points-là. Et, et je pense que, d'ailleurs, si je dis pas des bêtises, je crois que même le coach a quand même dit que la deuxième mi-temps, il n'était pas spécialement satisfait. Donc, il y a Non. forcément quelque chose. Enfin, voilà. Effectivement, peut-être que pour certains, on est un peu pinailleur, on est un peu tatillon. Mais je pense que, voilà, si on veut vraiment passer un step, là, c'était vraiment une occasion rêvée pour faire un match plein, de faire une première mi-temps finalement où on fait un match, ben, comme on l'a dit, d'opportuniste, où on est clinique. Finalement, la première mi-temps, moi, j'ai trouvé que l'équipe était mature. Voilà, parce que des fois, ben, sans faire un jeu flamboyant, mais en étant mature, en étant intelligent, on peut aller à la mi-temps avec 2 buts d'avance. Et là, je me serais attendu une deuxième mi-temps vraiment avec du contrôle et avec une ambition plus grande. Voilà, moi, c'est juste ça. Mais pour aller dans ton sens, Varam, c'est vrai que par rapport, ça c'est vraiment une remarque qui est aussi, je pense, motivée par les dernières saisons qu'on a vécues. Moi, je pense que c'est aussi un petit peu normal qu'on soit sur nos gardes par rapport aux prestations actuelles de l'équipe. Alors, je vois bien que l'été indien semble un tout petit peu plus se prolonger cette saison. Au niveau des résultats bruts. Finalement, moi qui, je l'ai dit, j'avais très très peur de ce match, plus pour les conséquences du coup dur de la défaite contre le Slow dans un timing non favorable, avec une trêve internationale qui allait intervenir derrière. Mais honnêtement, on n'a pas le background de ces dernières saisons pour se permettre ce type enfin, ce type ouais, de semi-arrogance et puis finalement de se dire: «Bon, ben, finalement on a gagné 2-0 à Carouge, c'est pas grave, tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes». C'est des petits signaux d'alerte
qu'il faut prendre avec le sérieux qu'il mérite, sans en faire un drame, mais qu'il faut retenir dans une saison pour la suite. Oui, ouais, effectivement, c'est vrai qu'on a eu du coup, 2 mi-temps vraiment, vraiment extrêmement différentes, surtout de la part de Xamax, hein, Carouge, leur, 2e mi-temps était dans la lignée de leur 1re et je pense qu'eux, ils sont légitimement déçus de leur prestation. Hem, donc voilà, mais on va pas oublier, et comme le soulignait Alain dans nos commentaires, que finalement, c'est une victoire qui fait du bien au moral et au classement, hein, puisque avec la défaite du Stade Lozanouchi contre le leader Haro, eh bien, on repasse à la 4e place et puis on reprend on va di enfin, on prend une distance, tout à fait respectable sur le 2e wagon, puisque maintenant le Stade Lyonnais, qui a lui aussi perdu à Rapperswil, est à 6 points. Donc voilà, on conforte aussi nos ambitions, en tout cas de figurer cette fois-ci dans la première moitié du tableau du classement. Messieurs, on voulait aussi, aborder un petit chose dans le débrief. On le fera de temps en temps. On a eu cette idée, on espère que ça vous plaira. Focus, on a décidé d'appeler ça un peu focus sur. Alors, on voulait ce soir faire un petit focus sur, un joueur dont les prestations sont, on va dire, sont très polarisantes depuis le début de saison et symbolisent assez bien les prestations, xamaxiennes avec, très souvent du très bon et puis parfois, du un petit peu moins bon. Alors il est en tête actuellement de la ligue, hein, au niveau des assists. Je veux parler évidemment de Salim Benseghir. Alors, focus sur ce match, mais ce match n'était pas tellement différent de ces autres matchs, de début de saison, avec un Salim Benseghir où, à la fin de son match, on dit: «Ben ouais, bon match, mais on a l'impression que voilà, il pourrait encore faire un petit peu plus» et il en a gardé un peu sous la semelle, comme on dit et puis ça on a utilisé, hein, à plusieurs reprises entre nous, le mot un petit peu, frustrant. On a l'impression que malgré des prestations qui sont déjà très bonnes, hein, on va pas non plus, qualifier son début de saison de mauvais, loin de là, hein, mais que Salim Benseghir, pourrait des fois faire encore un petit peu plus, Osvaldo. Oui, moi, c'est un joueur qui effectivement me frustre, quand même relativement régulièrement parce que il fait partie pour moi des individualités de cette équipe, qui devraient pouvoir permettre, à cette formation de passer le cap et de passer le step dont parlait Varane tout à l'heure. Je pense que, ce genre de joueur, avec les caractéristiques techniques surtout qu'il propose, c'est le genre de joueurs qui doivent te permettre je dirais pas de débloquer des situations à lui tout seul, mais de donner une impulsion, offensive à l'équipe, grâce à l'aisance technique dont il dispose et j'ai l'impression que par moment, soit il en garde un peu sous la semelle, soit j'ai presque l'impression que des fois il en fait un peu trop avec cette facilité et qui tombe dans un espèce d'excès inverse qui ne sert pas le collectif. C'est l'impression qui me laisse. Maintenant je suis peut-être tout seul autour de cette table ce soir à le penser, mais en tous les cas, c'est surtout là, le sujet de ma frustration avec Salim Benseghir. Ouais, Varam, tu veux réagir? Oui, bah, je suis complètement d'accord avec ce que dit, Osvaldo. Clairement, c'est un joueur de par ses caractéristiques et de par son potentiel qui est, ben, clairement, un de nos leaders créatifs, offensifs. Ça c'est clair et net. Je pense que techniquement, c'est l'un des meilleurs joueurs qu'il y a dans notre effectif. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'avec le potentiel qu'il a, je l'avais déjà dit dans plusieurs émissions, mais pour moi, il a le potentiel pour être en double chiffre autant bien dans les buts que sur les passes. Et je trouve que des fois, il s'endort un petit peu et puis parfois, il faudrait qu'il soit un peu plus pragmatique, qu'il ose un peu plus, mais dans le bon sens du terme. Par exemple, vendredi soir, il y a au moins trois, quatre fois où il est à 20, 25 mètres, il a l'espace, il a le temps pour shooter et il ne shoote pas, il préfère faire une passe.
Et là, je pense que il faut qu'il prenne plus ses responsabilités et qu'il joue plus comme un leader parce que dans les faits, au fait, c'est un leader technique et il doit être, à mon avis, beaucoup plus décisif. Il doit être beaucoup plus tranchant, beaucoup plus saignant parce que je l'avais dit aussi dans une ancienne émission. Je suis sûr que si il monte en gamme, c'est toute l'équipe qui va monter en gamme. Parce que ça, c'est vraiment, on n'a pas 36 000 joueurs qui sont techniques, qui peuvent être percutants, qui peuvent avoir la créativité sur une frappe ou bien sur un dernier geste. Et là, je pense qu'il faudrait le responsabiliser encore plus et je pense qu'il doit avoir une prise de conscience parce que je veux dire, c'est quand même un joueur qui était au fait à l'OM. Ça veut dire que le potentiel est là, mais que Marseille, c'est quand même un club avec un niveau d'exigence qui est très, très, très élevé. Mais par contre, s'il est quand même arrivé là, ça veut dire que le potentiel, il existe et qu'il est réel. Et je pense qu'il doit faire vraiment un déclic mental parce que on est tous convaincus que vraiment il a un potentiel, mais qu'il est encore trop inexploité parce que je pense qu'il doit faire vraiment un déclic mental. Ouais, je suis d'accord avec vous, hein, messieurs, c'est parmi les caresseurs de balles, on va dire, les artistes, les chefs d'orchestre. Je pense que c'est un qui a le plus haut potentiel, j honnêtement, je vois que Fabio Saiz et Altyn Azemi qui naviguent un petit peu dans les mêmes eaux que lui, mais on voit qu'il a vraiment une belle aisance balle au pied. Et puis, je suis complètement d'accord avec vous. Ça se matérialise pas toujours complètement sur la sublimation du collectif. En fait, l'individualité, elle sert à faire des différences et puis ensuite à mettre ses coéquipiers dans les bonnes positions ou autres et il n'arrive pas toujours à faire ça. Il y a parfois une prise de décision, qui n'est pas la bonne ou qui vient un petit peu trop tard. Ben Seguir, maintenant, il dispute, sa deuxième saison avec, non 3e, hein, ah non 3e saison avec nous puisqu'il était revenu l'année passée. Donc il commence à être un petit peu connu dans la ligue. Les gens savent que c'est un joueur qui est à l'aise techniquement. Il attire régulièrement, un défenseur supplémentaire pour venir, voilà, couper, ces zones de dribble ou ces lignes, de passe et puis parfois, il pourrait profiter de ça. Souvent, il libère de l'espace pour ses coéquipiers et en première mi-temps, il y a une action qui symbolise très bien ça, en fait. Il attire des joueurs sur lui. Demassa, il fait un magnifique appel qui attire également un défenseur, ça lui ouvre une zone de frappe et il décide de pas frapper, il décide de la donner à Demassa et des fois presque de manière trop altruiste en fait parce qu'on l'a vu en certaines occasions, il a une bonne frappe en plus d'avoir un bon coup d'œil pour les passes, Salim donc voilà, je suis d'accord avec toi, Varane, c'est un joueur qui peut finir en double-double, hein, comme on dit, dans le langage du basket à la fin de la saison, minimum 10 buts, 10 passes décisives sans problème avec les qualités qui sont les siennes. Donc c'est vrai que du coup, c'est le côté un peu frustrant. Alors il a fait beaucoup de progrès, il était encore plus frustrant, je trouve, lors de la première saison à ce niveau-là, où au niveau des statistiques, ça avait pas très bien suivi. Là, il déjà l'année passée et sur ce début de saison, bah, il est un petit peu plus décisif, mais peut-être que Ben Seguir fait partie des joueurs de cet effectif, comme des Massai, où on peut avoir un niveau d'exigence peut-être un peu plus haut que certains, parce que il a un niveau, potentiel, largement supérieur à la Challenge League suisse. Donc voilà, c'est pour ça que parfois on est un petit peu, frustré, mais quand même, voilà, on pinaille des fois à Xamcast et on va quand même saluer le début de saison de Ben Seguir qui est très bon comme la plupart de ses coéquipiers aussi, ce qui fait qu'on en est là où on en est après 10 journées aussi. Mais comme sur l'analyse de la deuxième mi-temps, bah, parfois on va un petit peu plus loin, on essaye un petit peu de monter le niveau d'exigence parce que messieurs, quand on monte le niveau d'exigence, c'est aussi comme ça qu'on peut monter l'ambition, hein, sur une saison. Donc voilà, quelque part, Anthony Breza aussi, lui, il veut et par moment augmenter le niveau d'exigence de ses joueurs. C'est comme ça qu'il arrive à sublimer, l'équipe par les individualités et ensuite par le collectif. Donc voilà, on est persuadé que Salim Ben Seguir peut nous apporter encore plus que ce qu'il nous apporte déjà, qui est déjà, vraiment conséquent.
Voilà, de temps en temps, on fera comme ça des focus sur des joueurs en particulier. Si vous avez envie qu'on en fasse sur des joueurs précis, bah, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux, à nous contacter sur les réseaux et puis on se fera un plaisir de livrer des fois une petite analyse sur un match ou sur quelques matchs d'un joueur en particulier. Voilà. Alors messieurs, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire sur ce match contre Étoile Carouge? Je Heu, voulais juste rajouter une dernière chose au Vas-y. sujet de Ben Seghir, c'est que tu disais, enfin tu précisais tu décrivais pardon, une situation, Varane, tout à l'heure, où il faisait preuve d'un trop grand altruisme. Il y a aussi, j'ai aussi vu quelques fois, des scènes où c'est la situation inverse, c'est-à-dire qu'il pourrait la situation enfin la situation la plus simple pourrait, par exemple, donner le ballon pour le recevoir rapidement et donc conclure un 1-2 qui ferait accélérer le jeu, et au lieu de ça, il va s'empaler dans un dribble inutile et impossible à réaliser, par manque, finalement de lucidité. Et tu as utilisé le terme, pragmatisme. Il y a un milieu de terrain, qui s'appelle Pogba, qui a aussi souffert de beaucoup de ça dans sa jeunesse, et c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup critiqué dans son jeu dans ses premières saisons. C'est ce côté, tu peux faire la passe, mais tu veux faire le dribble de trop et tu te compliques la vie. Et c'est un peu le problème par moment aussi chez les joueurs techniques. Voilà, ben, merci pour cette conclusion Osvaldo et puis on va gentiment passer à la rubrique suivante. Comme dit dans l'introduction, c'est le retour de la rubrique du coin tactique et puis on voulait vous parler cette semaine d'un sujet qui, fait un peu débat quand même, hein, depuis, un peu moins d'une année du côté de Neuchâtel Xamax, c'est le capitanat. Alors, bref retour en arrière, il y a 12 mois de cela, le capitaine est Kenan Fatkic. Ensuite, alors j'ai un petit doute sur la chronologie. Est-ce que, Yoann Epito devient capitaine encore sous Uli Forte ou, est-ce que, c'est Anthony Breza qui le promeut, capitaine? Peut-être qu'on peut faire une petite recherche par rapport à ça pendant que je fais mon introduction. Mais toujours est-il qu'il y a un capitaine en début de saison, ensuite un changement de capitaine et puis Kenan Fatkic, quitte Neuchâtel Xamax à l'issue de cette saison. On pouvait tous s'attendre à ce que, Yoann Epito conserve son brassard et puis, il n'en a rien été, puisque, Anthony Breza décide de confier, le brassard à Eris Abedini, tout fraîchement revenu après une saison, en Albanie, si je ne me trompe pas, ou au Kosovo. Donc voilà et bah, voilà, Eris Abedini, on en a déjà beaucoup parlé depuis, le début de cette saison. Heu, voilà, on a eu de la peine à comprendre le choix de ce capitanat et voilà, en regardant aussi les commentaires sur les réseaux sociaux du club, sur nos réseaux sociaux, ben, voilà, beaucoup de gens s'étonnent. Donc on va pas faire une analyse de Eris Abedini dans son rôle de capitaine, mais on voulait parler un peu de, voilà, du rôle de capitaine dans un match de foot. Alors vous vous en êtes doutés puisqu'on a publié quelques stories heu, en lien avec ça. Mais on voulait un peu développer sur quelles sont, selon vous et selon nous, les qualités nécessaires et qu'est-ce qu'on attend en fait d'un capitaine dans le football. Alors bon, on a eu assez peu de réponses. On va quand même citer, celle de Thibaut qui dit: «Être écouté» et puis on a le community manager de Proxyfoot, Vaud qui nous dit: «Discipliné, émotionnellement, leadership, excellente communication». Donc voilà. Messieurs, je voulais un petit peu vous entendre. Alors, c'est vrai que quand on évoque dans, le milieu du football, c'était le sujet de notre deuxième story, heu, les grands capitaines de l'histoire de ce sport, il y a quand même des noms qui reviennent assez régulièrement. Franz Beckenbauer, Paolo Maldini,
Carles Puyol et puis, dans notre story, il y a encore d'autres noms qui sont revenus. Il y a encore, Javier Zanetti. Alors on a Julien, lui, il est resté full Xamax, Perret, Nuzzolo, Walter. Il y a encore des noms comme, Steven Gerrard qui sont revenus. On a eu Del Piero, enfin voilà. Messieurs, qu'est-ce que vous avez trouvé chez tous ces grands noms du football, ces grands capitaines du football qui vous inspiraient et qui vous disaient: «Ouais, ça, effectivement, lui, il a tout ce qu'il faut pour être un bon capitaine». À quoi vous êtes sensibles? Messieurs, on va faire peut-être un peu du ping-pong, heu, mais Osvaldo, commence par nous dire une chose, à laquelle tu es extrêmement sensible et que tu attends vraiment chez un capitaine dans une équipe de football. Bah, moi j'attends, pour moi la définition première du capitaine, c'est être le relais de l'entraîneur sur le terrain. C'est-à-dire que pour moi le capitaine, c'est l'homme de confiance et c'est le bras droit du coach et c'est celui qui, justement, oui vraiment, qui est l'homme de relais sur le terrain. C'est-à-dire que déjà au niveau réglementaire, c'est le seul qui a l'autorisation de parler à l'arbitre, mais ça doit être aussi, celui qui permet de motiver, soit de canaliser ses troupes, soit de pousser, excusez-moi du terme, une gueulée quand il faut la pousser. Alors après, évidemment qu'on m'a toujours dit qu'il y a différentes sortes de capitaines. Il y a les plus discrets, il y a les moins discrets, il y a les plus réservés, il y a les moins réservés. Mais pour moi, il faut quand même une tronche pour être capitaine et pour porter le brassard. Il faut du caractère. Mais c'est ma vision personnelle, hein. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Oui, oui, je disais, on va faire un peu du ping-pong, il y aura d'autres choses qui vont être amenées. Varam, à quoi tu es sensible, toi, dans les qualités indispensables d'un capitaine? Bah, je dirais que c'est l'exemplarité, ça veut dire c'est montrer l'exemple en dehors et sur le terrain. Ça veut dire que pour moi, le capitaine, c'est le premier qui arrive à l'entraînement et c'est le dernier qui part. Le capitaine, c'est celui qui sur le terrain montre l'exemple. Ça veut dire que quand le bateau coule, quand l'équipe est dans le mal, lui, bah, en fait, il peut pas se défiler. Voilà, moi je pense que le capitaine, bah, quelque part, même dans un jour sans, il doit en fait assumer son statut. Pour moi, c'est une énorme responsabilité et que c'est pas juste un bout de tissu, mais que c'est vraiment une responsabilité qui est très très lourde à porter et qu'il n'y a pas n'importe qui peut avoir le brassard. Il faut vraiment avoir un mental très très fort. Et puis, ce qui est difficile étant capitaine, c'est de faire passer les intérêts de l'équipe avant les intérêts individuels. Voilà. Donc, je pense que voilà. Mmh. Alors, évidemment, je suis d'accord avec vous, je vais pas répéter, ce que vous avez déjà dit, mais pour compléter un peu, pour moi, le capitaine, ça doit aussi être un excellent communicateur. Donc, de par la déjà, il doit potentiellement savoir parler plusieurs langues, je pense aussi, dans ce football de plus en plus, multiculturel avec des joueurs qui parlent plusieurs langues. Donc il doit être capable de communiquer avec, la totalité de ses coéquipiers, d'une manière ou d'une autre, mais aussi un excellent communicateur dans ce relais du coach, comme tu disais avant, Osvaldo. Auprès de l'arbitrage. C'est aussi, le joueur qui doit être capable de venir à l'interview et puis d'amener les choses, voilà, d'une manière constructive, de prendre ses responsabilités aussi dans les interviews et puis qui doit être capable de calmer aussi les tensions qui peuvent des fois naître en lien avec l'enjeu, que ce soit dans un match ou dans des périodes un peu plus difficiles. Et ben, il doit calmer un petit peu tout ça, il doit recentrer un petit peu voilà, les différentes idées, les différentes opinions et puis les conflits qui peuvent venir en lien avec ça. Osvaldo, quoi d'autre encore chez pour toi? Bah, c'est en fait, on a fait un petit peu le résumé, mais je rejoins Varam sur l'aspect de l'exemple. Et puis, un petit peu comme tu disais, c'est le dernier qui doit couler. C'est aussi celui qui, pour moi, doit être
doit être une boussole, mentale. Typiquement, lorsque une scène qui se répète assez souvent, heu, sur un terrain, c'est-à-dire des joueurs qui réclament contre l'arbitre, au-delà du fait que le capitaine est le seul qui est autorisé à parler à l'homme en noir, il doit pouvoir le faire tout en gardant son sang-froid. Si on le voit typiquement complètement perdre les pédales, comme ça m'est arrivé de le voir régulièrement, enfin avec un ou 2 capitaines sur les terrains de foot des talus, si, il se met au niveau de réclamation de ses coéquipiers, ça va jamais marcher. Parce que ça veut dire qu'en gros lui-même n'est pas serein, donc ses coéquipiers ne le seront pas. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai, c'est celui qui devrait donner qui devrait lâcher le dernier petit discours d'avant-match quand l'équipe est en ronde. C'est celui qui devrait prendre un coup la parole à la mi-temps quand le match est mal emmanché. Et puis, ouais, c'est celui qui doit être aussi une boussole mentale pour son équipe. Et un Sherpa, un peu comme un Sherpa qui montre la voie, quoi. Mmh. Messieurs, est-ce que pour vous, le capitaine doit forcément être le meilleur joueur, techniquement parlant, de l'équipe? Non. Non. Le leader technique, il peut y en avoir d'autres. C'est pas forcément nécessaire. Mais il doit Non, démontrer, c'est ouais, il y a un aspect de discipline aussi, qui est très important, mmh, je pense. Ouais, 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 je c'est suis ça. d'accord avec vous, hein. Il doit quand même être performant, hein, je veux dire, parce que si il est pas assez bon pour être considéré comme, un titulaire dans l'équipe, ben, voilà, mais je pense si on prend l'exemple, du grand Barcelone avec, où le leader technique ou les leaders techniques s'appelaient Messi, s'appelait Iniesta, s'appelait Xavi, s'appelait Neymar, enfin voilà, il y a des leaders techniques dans ce Barça, il y en avait plein, mais jamais personne, je crois, n'a remis en question le capitanat de Carles Puyol et je pense que Carles Puyol était vraiment alors c'était un excellent défenseur central, hein, on est d'accord. Je ne vais pas non plus dire il était assez moyen, mais techniquement, c'était pas le meilleur joueur du Barça, ça c'est clair, mais par contre, il était respecté par tout le monde et hem et voilà, c'est une autre forme de finalement de leadership. C'est pas le leadership par le terrain, mais c'est un leadership bah, la capacité à motiver, à inspirer, à recentrer aussi. Moi, j'ai souvenir de scènes justement de Puyol qui va reprendre, Neymar qui danse après un but, enfin des choses, des images qui sont assez fortes et voilà, qui montrent aussi toute l'humilité dont doit faire preuve un capitaine. Un capitaine, pour moi, il doit aussi savoir gérer la pression. Ça, c'est, voilà, dans le football moderne, bah, il y a des moments de pression, que ce soit des matchs à haute pression ou des moments de match à haute pression et il doit être capable de garder son sang-froid, dans ces moments-là, de pas se laisser emporter par des émotions, qui pourraient être, vécues comme négatives. Donc voilà, je pense que, en plus des qualités footballistiques, c'est aussi des joueurs qui doivent être qualifiés de joueurs de joueurs intelligents comme on dit souvent, qui sont, voilà, qui sont aussi capables de prendre un peu de la distance par rapport au côté émotionnel du football par moment. Pour vous, messieurs, je l'ai sûrement évoqué, mais le meilleur capitaine que vous ayez jamais vu évoluer dans le football moderne, c'est qui? Je te laisse l'honneur, Varane. Alors, le meilleur, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a aussi une histoire subjective. Donc, c'est difficile de dire d'un meilleur. Par contre, euh, je peux, euh, je peux te sortir plusieurs noms. Bah, évidemment, je pense à Maldini. C'était le calme, l'élégance, la classe, un charisme dingue, sans forcément être un grognard. Mais au fait, il, il dégageait quelque chose de vraiment magnétique. C'était vraiment l'exemple même. Ce que je veux dire, il a joué pendant 20 à 25 ans dans un Milan exceptionnel. Et puis il a gardé vraiment jusqu'au dernier match un niveau de jeu, puis vraiment une hygiène de vie, parce que si le mec il va jusqu'à 40 ans, ça veut dire que bon, ben,
Je pense pas qu'il allait au lit à 5 heures du mat avec 50 de Morito dans la tête. Donc bah il y a lui, je pense à lui. Après si on est en Italie, je peux penser aussi à un Zanetti. Pareil aussi, hein, une hygiène de vie incroyable. Il a tiré jusqu'à 40 ans. On l'a mis à deux trois postes. Le rendement était bon. Il est resté longtemps à l'Inter, alors que l'Inter, ça a été longtemps un club qui était très très mal géré et qui ne gagnait rien. Il y avait énormément de va-et-vient, mais lui, il est tout le temps resté. Donc voilà, il y a aussi une certaine fidélité. Donc je dirais lui. Après, évidemment, en tant que supporter de la Juve, je crois que Del Piero, voilà, c'est capitaine exemplaire. Ce que je veux dire, quand il a appris que la Juve allait aller en Série B, c'était sûr que lui, au fait, il allait rester, alors qu'il avait des offres du Real sur la table. Voilà. Je pense aussi à Gerrard, joueur incroyable aussi. C'est pas pour rien que dans cette fameuse finale contre le Milan à Istanbul, c'est lui qui sonne la révolte et qui met le but qui fait changer le match. Il y avait que lui, au fait, qui pouvait mettre ce but-là, d'un guerrier incroyable. Moi, je pense aussi à Roy Keane. Roy Keane, c'est un joueur qui m'a énormément marqué. C'était peut-être pas le plus beau, mais il avait un leadership exceptionnel. C'était vraiment un guerrier. Et c'était vraiment le dernier soldat à se rendre. Joueur fantastique en termes de mindset. Il y en a plein. J'ai pensé aussi à Chilavert. Moi, cette image qui me restera gravée à vie. Je pense c'est le huitième de finale contre la France, où le Paraguay fait un match héroïque. Et puis que finalement, ils se prennent le but de blanc, le but en or. Et puis là, il y a toute l'équipe qui est par terre. Et lui, il, il- vraiment, il a vraiment ce geste incroyable. C'est qu'au fait, il relève tous ses potes. Il les relève. Puis vraiment, c'est incroyable parce que le Paraguay est vraiment effondré. Ils sont passés à deux doigts d'un exploit et lui, au fait, il relève chaque joueur avec une tape. Enfin, ouais, c'est vraiment fort, quoi. Parce qu'en fait, là, tout le monde s'effondre, mais lui, il est au fait encore debout et c'est là qu'on voit la grandeur d'un homme. C'est vraiment dans ces deux moments-là. Et puis, ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Pouyol, c'est un joueur que j'ai énormément aimé, une intégrité incroyable. Et puis, pour moi aussi, ce qui est important, c'est le capitaine, il incarne quelque chose. Il incarne un club ou alors il incarne au fait un pays. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est la représentation au fait ultime de ce que peut être un club ou alors d'un pays. Ouais, Osvaldo? Moi, la liste va être un peu plus courte parce que tu en as cité beaucoup que j'aurais cité. Je vais commencer par un que tu n'as pas cité, Varam, mais qui tombe sous le sens. Donc, c'est peut-être pour ça que tu ne l'as pas fait, mais Totti, pour le coup. Parce que lui, en matière d'offres plus alléchantes que ça, Roma, il en a eu sur la table. Il a quand même refusé le Milan, il a refusé le Real. Et le jour où l'Italie remporte, enfin le lendemain de la dernière victoire en Coupe du Monde de l'Italie contre la France, il dit, si je me rappelle bien, il dit qu'il arrête la sélection à ce moment-là parce qu'il est tellement romain que son amour pour la Rome passe même au-delà de la sélection. Donc je mettrais Totti dans le lot. Et puis effectivement, tous ceux que tu as cités, Varam, tu parlais de la finale 2005 de Gerrard contre Milan quand tu dis il sonne la révolte. Mais si vous allez écouter une interview de son coéquipier de l'époque, Cissé, c'est quand même le capitaine qui dit à Benitez à la mi-temps, Coach, s'il te plaît, tu sors du vestiaire, je dois parler à mes joueurs. Et qui lâche un discours à ses joueurs, à ses coéquipiers dans le vestiaire, à l'abri du regard des coachs en disant c'est mon club, c'est mon Liverpool, c'est hors de question qu'on se fasse humilier comme ça. Je vous promets que si on marque dans les 20 premières minutes, on revient. Et c'est lui qui met le premier but et c'est lui qui finit arrière gauche à défendre comme un chien. Ça, c'est un capitaine pour moi. C'est quelqu'un qui prend aussi la responsabilité et le poids de l'équipe sur ses épaules et qui est là pour relever ses coéquipiers même dans les moments les plus désespérés. Et ça, de ce point de vue-là, Gérard, il a complètement compris son rôle.
ce soir-là et pendant toute sa pérennité pendant toute la durée de son passage à Liverpool. C'est vraiment, comme tu l'as dit, Varane, un capitaine, il incarne une sélection, il incarne un club, quoi. C'est 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 le capitaine emblématique, c'est la figure numéro une du club. C'est l'idole numéro une des supporters sur l'aspect, attachement au maillot et identification au club, qui est de plus en plus difficile, aujourd'hui pour un supporter dans le football moderne. Voilà. Ben, voilà, je ne veux pas rajouter parce que je crois que tous les noms que j'aurais voulu citer, vous les avez dit. J'avais cité en introduction Beckenbauer, alors on n'en a volontairement pas parlé puisque aucun de nous n'a eu la chance de voir jouer Beckenbauer. On a vu Beckenbauer le coach, évidemment, mais on n'a pas vu Beckenbauer le joueur. Mais apparemment, voilà, il avait toutes ces qualités-là. Il a, pendant des années et des années, voilà, il a mené de main de maître, on va dire, la sélection d'Allemagne de l'Ouest, hein, à l'époque, puisque, il y a eu la réunion d'Allemagne seulement une fois qu'il avait mis un terme à sa carrière de joueur. Donc, voilà, on l'a volontairement pas cité parce qu'on ne l'a pas vu jouer, donc on peut pas témoigner vraiment, en direct. Voilà. Bah, on espère que cette petite rubrique vous a plu et puis on essaiera de vous proposer comme ça des coins tactiques de temps en temps. Même si là, on n'a pas forcément parlé de tactique pure à proprement parler, mais quand même, on a parlé d'un aspect important dans dans une équipe de foot et puis, on voulait en parler parce que, c'est quand même assez rare que, on a quand même 3 changements de capitaine en moins de 12 mois dans une équipe donc voilà. C'est aussi qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la dynamique et du leadership dans le vestiaire donc voilà, on espère aussi que, voilà, la situation pourra un peu se stabiliser du côté de Xamax à ce niveau-là. Même si on vous cache pas que voilà, on n'est pas certain que Eris Abedny soit le bon choix pour incarner le leadership de Xamax, messieurs. Quand même, on va quand même se mouiller un petit peu parce qu'on n'a pas fait ça non plus par hasard, mais on a cité beaucoup de choses et puis voilà, il y a quand même pas mal de choses que bah, on ne retrouve pas chez Eris Abedny, messieurs. Hein, on va pas se mentir, on va pas se cacher. Du coup. C'est clair, c'est clair. Je pense que, mais c'est encore une fois, tu as parlé de ces changements, moi déjà de changer de capitaine à la mi-saison comme ça, alors que tu changes d'entraîneur et la première décision que tu prends, c'est de changer de capitaine alors que finalement, Yoann Epito, représentait aussi une identité locale finalement, hein. Je pense que, de nouveau, moi, actuellement, si je dois me mouiller un petit peu, s'il avait encore plus que le coffre pour jouer titulaire et que la concurrence à son poste faisait que ben, il jouerait titulaire indiscutable, mon choix se porterait sur un Facchinetti, sur l'aspect vraiment emblème et emblème du club. Maintenant, en sachant la situation de concurrence que Facchinetti a avec Fontana, pour moi, il y a deux joueurs qui porteraient le brassard. Si j'en avais les pleins pouvoirs, c'est soit Sides, soit Epito. Mais à l'heure actuelle, j'ai de la peine à le donner à qui que ce soit d'autre, pour être très franc. Ouais, Varane? Ouais, je suis complètement d'accord avec Matteo. Je pense aussi que la thématique Capitana à Xamax depuis quelques saisons est une thématique qui est vraiment intéressante et je pense que ça mériterait un débat de beaucoup plus élargi parce que je serais assez curieux de savoir combien on a eu de capitaines différents depuis 5-6 ans. Je pense qu'on serait assez halluciné du nombre de fois que le brassard a transité de bras en bras. Maintenant, bah, clairement, bah, déjà, je pense que c'est pas du tout un bon choix. Déjà, sur son premier passage, il n'avait pas été mémorable. Et puis, c'est vrai que de le mettre capitaine, lui, voilà, on va pas se cacher. Moi, je pense qu'il n'a pas le physique du rôle, il n'a pas du tout le profil. Maintenant, on pourrait se poser la question d'être un petit peu taquin, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le contrat? Est-ce qu'il n'y a pas une promesse? Voilà.
On ne sait pas. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais comme le choix est assez surprenant, on peut se poser la question. Peut-être que on est complètement d'hors piste, mais voilà, c'est une question qu'on se pose. Et puis clairement, dans les profils, je crois que clairement, des Pito Size, ça serait des choix beaucoup plus logiques et beaucoup plus congruents par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, Fakinetti pourrait aussi très très bien être une possibilité de par son ancienneté, de par l'expérience qu'il a, de par aussi ce qu'il représente. Et puis dans les nouveaux, en termes d'état d'esprit, je pense que Bayard pourrait aussi très très bien l'avoir. C'est typiquement le profil de joueur qui pourrait être capitaine. Donc voilà, moi je pense que c'est ces 3-4 choix. Mais voilà, moi je pense aussi que la question faite identitaire du capitanat, c'est quelque chose de très 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 important. Et le fait que le brassard ait transité énormément de fois ces dernières saisons est aussi révélateur à mon avis, de quelque chose de bien plus profond. Oui, c'est sur ça qu'on terminera cette petite rubrique. On va passer à la troisième et dernière rubrique du soir. La dernière rubrique, c'est le briefing de notre prochain match. Et puis, c'est déjà, j'ai envie de dire, puisqu'on les a affrontés il n'y a pas si longtemps que ça, c'est déjà le FC Rapperswil qui sera notre prochain adversaire. Alors, Rapperswil, je l'ai dit avant, hein, ils ont gagné leur dernier match. Ils se sont donné un tout petit peu d'air sur la zone dangereuse, puisque désormais ils sont 7e avec 10 points. Ils ont un matelas de 6 points par rapport à Bellinzone, qui est toujours la lanterne rouge, et de 5 par rapport au FC Ville. Ces deux équipes ont perdu aujourd'hui, respectivement, à Yverdon pour Bellinzone et à domicile contre Vaduz pour le FC Ville. Bon, mais si on va pas se cacher, Rapperswil à la maison, avec la dynamique, c'est 3 points, c'est victoire. Il y a pas à discuter. On Il va quand devrait même pas en y avoir à discuter. il devrait pas y avoir à discuter. Non, mais clairement, c'est une occasion rêvée de confirmer ce redressement, entrevu à Carouge, surtout que, je veux pas, spoiler les 4-5 prochains épisodes, mais on arrive maintenant on va arriver de nouveau dans une portion du premier de l'automne où tout d'un coup on va quand même enchaîner pas mal d'adversaires qui sont plus des adversaires de haut de classement. Donc ce genre de match est évidemment capital pour notre régularité et notre morale avant d'entrevoir des échéances qui vont nous en dire un peu plus sur qui nous sommes vraiment. Alors Varam, toi, ben, tu avais été quand même assez agréablement surpris par le niveau de jeu de Rapperswil jusqu'à l'expulsion haut la main, j'ai envie de dire, de Padoula. Euh, mais quand même, à domicile, Xamax doit être capable de confirmer ses bonnes dispositions et de dominer cet adversaire. Absolument, absolument. Bah voilà, c'est un adversaire qui est clairement à notre portée. C'est typiquement sur ce genre de match qu'on va savoir qui on est avec un peu plus de précision. Un autre résultat qu'une victoire serait clairement une déception assez forte. Je crois que contre ces équipes-là, jusqu'à maintenant, on a été plutôt bon. Ça serait bien de continuer sur ce trend-là parce qu'il faut absolument qu'on gagne en continuité de prestations et de résultats. La venue de Rapperswil, ben voilà, à mon avis, c'est une occasion qu'il faut vraiment, qu'il faut vraiment décrocher. Enfin voilà, il faut vraiment qu'on saisisse l'occasion. Maintenant, ben voilà, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est une équipe, malgré le fait qu'ils n'aient pas non plus un effectif très clinquant, c'est quand même une équipe qui joue quand même assez bien. C'est vrai que j'avais été surpris et puis c'est vrai qu'on les avait battus chez eux, mais on avait été beaucoup aidé par ce carton rouge. Donc il faudra faire, je pense, attention. Il faudra faire un match sérieux d'appliquer. Et puis, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse vraiment en fait un match plein. Pas juste jouer la première ou alors juste jouer la deuxième. Je pense que d'entrée de jeu, il faut qu'on attaque pied au fait au plancher, qu'on marque assez vite. Et puis après, dans ce genre de match, quand vous marquez assez vite, ça facilite quand même les choses.
parce que je pense que Rapperswil ne va pas non plus partir la fleur au fusil parce qu'ils jouent leur survie. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'une équipe qui joue qui joue sa peau. Voilà, donc il va falloir être appliqué. Et puis, en plus des 3 points, il faudra vraiment soigner la prestation et puis faire un match plein. Oui, ben, pour compléter ce que tu disais, Varam, à part, le Stade Lyonnais et puis bon, le SLO, aussi, mais sinon, on a battu toutes les équipes qui sont derrière nous au classement, hein. On a battu Rapperswil, on a battu Carouge maintenant 2 fois, on a battu Ville, on a battu Bellinzone. Donc on doit aussi confirmer que, dans une certaine logique, quand on reçoit une équipe derrière nous au classement, on doit les battre pour voilà confirmer, la domination des chiffres. Donc voilà, moi je m'attends effectivement à une victoire quand même sur ce match et puis ce fameux match plein aussi, je l'attends quelque part parce que, bien, ouais, on l'attend potentiellement, je pense, depuis, la deuxième journée, hein et cette, belle victoire à Bellinzone où là, on avait vraiment fait un match, plein, de la première à la dernière minute. Mais sinon, on n'a pas eu de match complètement plein malgré le fait qu'on ait quand même, pendant ce laps de temps, fait pas mal de victoires aussi, hein, donc voilà. Mais c'était pas toujours des victoires, clinquantes, où on a été vraiment, très bon de la première à la dernière minute, où on a dominé l'adversaire quasiment tout le match. Donc on attend aussi ça et c'est là, où on va voir que l'équipe gagne en maturité, c'est quand elle est capable d'aligner les bonnes performances, d'un point de vue des statistiques, donc de faire des résultats, mais aussi de faire des prestations qui, donnent du plaisir au public. Parce que on a beaucoup, vu et lu sur les différents canaux, du club, les canaux officiels du club, que un de leurs objectifs de la saison, c'était de ramener le monde au stade, eh bien, c'est en alignant des victoires, certes que les gens vont venir, mais c'est aussi en alignant des belles performances, des performances qui donnent envie d'avoir une équipe qui, vraiment livre du football léché de la première à la dernière minute ou presque, j'ai envie de dire. On peut pas c'est quand même très compliqué de jouer bien de la première à la dernière, mais disons que les petites zones de récupération doivent être limitées, quoi. Sinon, on doit bien jouer pendant une bonne partie du match et j'ai envie de dire surtout, on arrive dans des périodes où, il va commencer à faire frais dans le stade, donc on a aussi envie de se réchauffer par des applaudissements, des bonnes actions et puis de se lever de nos sièges et de vibrer. Donc voilà, alors on prend les victoires, hein, et même si on gagne, on joue horrible et qu'on marque, le 1-0, à la 93e comme Rapperswil l'a fait, lors de ce match contre le Stade Lyonnais, et ben, on sera content d'avoir les 3 points, mais c'est de nouveau peut-être c'est un peu le mot de la soirée, c'est la petite exigence supplémentaire qu'on aimerait avoir et je pense que, cette petite exigence supplémentaire, Osvaldo, c'est ça qui fait progresser dans le football. C'est quand on a une exigence minimale, mais qu'on a une exigence supplémentaire. C'est ce qui pousse aussi à se dépasser, à se défoncer vulgairement pour amener des résultats et puis donner du plaisir aux fans. On entend beaucoup les joueurs hein, dire on veut donner du plaisir aux fans, mais voilà, c'est en jouant comme ça aussi. C'est le fameux 110%, quoi, hein, Osvaldo. Bah oui, mais c'est-à-dire que même une équipe qui roule, enfin qui marche sur l'eau depuis 3, 4, 5 ou X saisons devrait systématiquement, dans chaque jour à l'entraînement devrait avoir cette quête de progression, cette exigence de ne jamais être satisfaite d'elle-même. Alors encore plus dans notre situation, c'est clair qu'on attend maintenant, une meilleure, enfin une maîtrise, encore un petit quelque chose de plus au niveau de la maîtrise. Parce qu'un des adversaires comme le Carouge qu'on a eu vendredi soir, on l'a dit, on l'a répété, on doit être capable de mieux maîtriser la situation dans ces cas-là. Et c'est une bonne occasion de montrer qu'on a progressé face à Rapperswil contre un adversaire qui sera certainement à prendre au sérieux, mais qui va difficilement, enfin je les vois mal venir à la Maladière et nous subtiliser le ballon et avoir 80% de possession de balle. Donc ce sera à nous de faire le jeu, mais ce sera à nous de montrer qu'on a aussi grandi au niveau de la maîtrise. Voilà, réponse dans une semaine, dans le débriefing de l'épisode 14. Voilà, on peut passer à la fin de l'épisode.
Voilà, la fin sera très courte, ce sera juste les remerciements habituels à vous, chers auditeurs. On n'a pas oublié, les lives, hein, on n'a pas fait la semaine dernière, c'était des vacances un peu à gauche, à droite, mais on va en discuter entre nous pour vous en proposer peut-être un, la semaine prochaine à voir ou la semaine, d'après. Et puis, merci à vous chers animateurs. Bonne semaine, bon début de semaine à vous et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Bye bye.